L'Alliance a fait un léger ping en heurtant l'asphalte, rebondissant 2 fois avant de rouler vers une bouche d'égout. J'observais la scène depuis mon pick-up, garé à 3 pâtés de maison de là, avec une vue parfaite grâce au téléobjectif que Dana m'avait prêté. Ma femme, Rebecca, n'a même pas jeté un regard en arrière en montant dans la Mercedes argentée. L'homme au volant s'est penché pour l'embrasser. Pas un baiser fugace, mais le genre de baiser qui laissait deviner qu'ils avaient fait ça 100 fois auparavant. J'ai baissé mon appareil photo et vérifié l'horodatage, 23h47, samedi 14 octobre. Le soir même où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard sur le projet de l'hôpital Méridien. Le même projet qui n'existait pas. J'avais vérifié les permis de construire de la ville 3 fois. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai démarré le moteur. 22 ans de mariage, 2 enfants et une hypothèque que nous avions presque remboursée. Rebecca avait toujours été douée pour les détails, méticuleuse dans son travail de lobbyiste pour Patterson & Associates, mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait oublié que je concevais des ponts pour gagner ma vie. Je sais comment repérer les faiblesses structurelles avant qu'elles ne provoquent un effondrement. Le trajet jusqu'à la maison a duré 12 minutes. La BMW de Rebecca n'était pas encore dans le garage. Il lui faudrait du temps pour rentrer, d'où qu'elle vienne avec lui. J'avais peut-être 1 heure pour me préparer. J'ai téléchargé les photos sur 3 comptes cloud distincts, imprimé des copies sur notre imprimante à la maison et les ai scellées dans une enveloppe marquée de la date du jour. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert une bière, en attendant. La porte du garage a grondé à 1h23 du matin. Rebecca est entrée par la buanderie, ses talons claquant sur le carrelage. Elle se déplaçait silencieusement, pensant probablement que je dormais. Salut, l'ai-je interpellée depuis la cuisine. Elle s'est figée sur le seuil, son sac à main serré contre sa poitrine. Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais debout? Je n'arrivais pas à dormir. Comment ça s'est passé au bureau? Le sourire de Rebecca était répété, automatique. Épuisant. Nous sommes en retard sur la paperasse de Méridien. On a dû y passer la nuit. Elle m'a embrassé sur le front et j'ai senti une odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je vais prendre une douche et me coucher. Bien sûr. Je monte dans 1 minute. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, puis le bruit de l'eau qui coule. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma sœur, Dana. Ça va? Il est tard. Je lui ai répondu. J'ai trouvé ce que je cherchais. Il faut qu'on se parle demain. Le lendemain matin, Rebecca a préparé du café et des œufs brouillés comme si c'était un dimanche ordinaire. Elle portait le peignoir en soie que je lui avais acheté pour Noël, ses cheveux encore humides de la douche. Elle était belle, détendue, heureuse. Le projet Henderson a été approuvé, ai-je dit en beurrant mon toast. La construction du pont commence le mois prochain. C'est merveilleux, chérie. Tu as travaillé si dur sur ce design. Oui. Ce qui est drôle avec les ponts, c'est qu'on ne peut pas prendre de raccourci avec les fondations. Une poutre de soutien faible, et tout s'écroule. Rebecca s'est arrêtée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais juste à l'intégrité structurelle, à la façon dont tout doit être honnête, transparent, sans faiblesse cachée. Elle a posé sa tasse, observant mon visage. Tu te sens bien? Tu as l'air bizarre. Je vais bien, juste fatigué. Peut-être que je devrais commencer à travailler tard plus souvent, comme toi. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Le sourire de Rebecca a vacillé, mais elle s'est vite reprise. Si tu veux, même si je préférerais qu'on passe nos soirées ensemble quand on le peut. Nos enfants, Emma et Jake, sont descendus en trombe en réclamant des pancakes. Je les ai préparés pendant que Rebecca lisait le journal, l'image parfaite de la normalité domestique. Mais je pouvais sentir ses yeux sur moi, en train de calculer. Après le petit déjeuner, j'ai appelé Dana. Parking sud de la quincaillerie Michael S. Dans 20 minutes, a-t-elle dit sans préambule. Dana avait été procureure avant de se tourner vers le droit des sociétés. Elle comprenait la valeur des lieux sûrs. Je l'ai trouvée appuyée contre sa Jeep, des lunettes de soleil de créateur cachant son expression. Dana avait 3 ans de moins que moi, mais elle paraissait plus âgée, avec des rides de stress dues à trop d'acquisitions hostiles et de procédures de divorce. Montre-moi, a-t-elle dit. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle a examiné les photos méthodiquement, son visage ne révélant rien. Quand?
Hier soir. Je l'ai suivi depuis le bureau. Tu sais qui c'est? Richard Holloway, associé principal chez Patterson & Associates, marié, 2 enfants en école privée, il vit à Willowbrook Estate. Dana a sifflé doucement. Tu n'as pas chômé. Depuis combien de temps tu penses que ça dure? Au bas mot, 6 mois, peut-être plus. Elle a commencé à travailler tard en avril, juste après que le cabinet a obtenu le contrat de biotechnologie. L'accord avec Gent Industries. Les sourcils de Dana se sont haussés au-dessus de ses lunettes de soleil. Je croyais que c'était un projet de 300 millions de dollars. Rebecca était la lobbyiste principale. Beaucoup de réunions tardives, de conférences le week-end, de voyages hors de l'État. Où veux-tu en venir, Tom? Je réfléchissais à cette question depuis 23h47 la veille. Je veux qu'elle comprenne ce que ça fait quand vos fondations s'effondrent. Dana a hoché la tête lentement. Ça ne va pas être propre. Je ne veux pas que ce soit propre. Garde partagée pour l'instant, mais je veux une divulgation financière complète, tout. Dana a sorti son téléphone et a pris une note. Il me faudra les relevés bancaires complets, les déclarations de revenus, les relevés de carte de crédit. Tu peux les obtenir sans qu'elle s'en aperçoive. C'est déjà fait. Les copies numériques sont dans un dossier sécurisé. Rebecca garde des copies papier dans son bureau à la maison. Les polices d'assurance ont été mises à jour en juillet. Rebecca a augmenté son assurance vie et a ajouté Richard Holloway comme bénéficiaire commercial sur sa police de responsabilité professionnelle. La tête de Dana s'est brusquement relevée. Elle a fait quoi? Apparemment, c'est courant dans les cabinets de lobbying. Les partenaires se couvrent mutuellement en cas de poursuite ou de réclamation pour faute professionnelle. Tom, ce n'est pas une pratique standard. C'est. Elle a fait une pause, réfléchissant. C'est soit incroyablement stupide, soit incroyablement suspect. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai maintenu une normalité parfaite. Je préparais le dîner, j'aidais les enfants avec leurs devoirs, je discutais avec Rebecca de son travail. Elle semblait soulagée que je ne pose plus de questions gênantes, mais j'observais et j'apprenais. L'emploi du temps de Rebecca est devenu prévisible. Réunions tardives les mardis et jeudis, conférences de week-end 2 fois par mois. Elle avait commencé à porter un nouveau parfum et se faisait coiffer dans un salon plus cher. De petits changements qui voulaient tout dire. J'ai commencé à documenter d'autres choses aussi, comme le fait qu'elle avait commencé à recevoir du courrier dans une boîte postale en ville. Je l'Y est suivi un jeudi après-midi, ou comment elle avait ouvert une nouvelle carte de crédit dont les relevés étaient envoyés à son bureau plutôt qu'à notre domicile. Dana s'est occupée de la préparation juridique. Elle a trouvé des irrégularités dans les déclarations de lobbying de Rebecca, des réunions qui n'étaient pas correctement documentées, des notes de frais qui ne correspondaient pas à son calendrier. Rien de criminel pour l'instant, mais assez pour soulever des questions. Le contrat Jantec est intéressant, m'a dit Dana lors d'une de nos réunions sur le parking. Rebecca a soumis des rapports de lobbying affirmant qu'elle a rencontré des membres du conseil municipal qui étaient hors de la ville aux dates qu'elle a indiquées. Négligence ou désespoir? Il y a autre chose. La femme de Richard Holloway a demandé la séparation de corps il y a 3 semaines. Différends irréconciliables. Il quitte sa famille. On dirait bien, ce qui signifie que ce n'est plus seulement une liaison. Ils planifient un avenir ensemble. Ce soir-là, j'ai confronté Rebecca. Pas sur la liaison. Pas encore. Sur la boîte postale. J'étais à la poste aujourd'hui et je t'ai vu sortir de la section des boîtes postales, ai-je dit pendant le dîner. Depuis quand avons-nous une boîte postale? La fourchette de Rebecca s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. C'est pour le travail. Certains clients préfèrent une livraison de courrier privé. Quel client? C'est confidentiel, Tom. Secret professionnel. Tu n'es pas avocate. Tu sais ce que je veux dire. Discrétion professionnelle. Jake, notre fils de 12 ans, a levé les yeux de ses spaghettis. C'est quoi, le secret professionnel? Ça veut dire que les avocats ne peuvent pas raconter les secrets de leurs clients, a expliqué Emma avec l'autorité d'une jeune fille de 14 ans. Comme le secret médical. Mais maman n'est pas avocate, a dit Jake, confus. Les joues de Rebecca ont rougi. Je travaille avec des avocats. C'est le même principe. J'ai laissé tomber, mais j'ai noté sa réaction. Rebecca devenait nerveuse, elle commettait des erreurs.
Le point de rupture est arrivé en novembre. Je vérifiais les demandes de permis de la ville pour le pont Henderson quand j'ai trouvé quelque chose d'impossible. Un formulaire de divulgation de lobbying déposé par Patterson & Associates qui affirmait que Thomas Wheeler, moi-même, avait assisté à une réunion sur le projet Gentech. Je n'avais jamais assisté à une telle réunion. Je n'avais même jamais entendu parler de Gentech avant que Dana ne le mentionne. Quelqu'un avait falsifié ma signature sur un document officiel du gouvernement. J'ai appelé Dana immédiatement. Réunion d'urgence. Apporte tout. Nous nous sommes retrouvés dans un café du quartier des affaires, entourés du genre de bruit ambiant qui rendait toute écoute clandestine impossible. Ils ont utilisé ton nom pour légitimer une réunion qui n'a probablement jamais eu lieu, a expliqué Dana en étudiant le document. Regarde la date. 3 novembre. Tu étais à Milwaukee pour la conférence d'ingénierie. J'ai des reçus d'hôtel, des confirmations de vol, des registres de présence à la conférence. C'est une fraude, Tom. Une fraude fédérale. Quiconque a signé ça pourrait faire face à de graves accusations. J'ai étudié la signature. Elle ressemblait à la mienne, mais n'était pas parfaite. Le T était trop arrondi, le R trop anguleux. Rebecca m'a vu signer des documents des milliers de fois. Elle connaît assez bien ma signature pour la falsifier. Il faut être prudent. Si on agit trop vite, elle détruira les preuves, mais si on attend trop longtemps, il pourrait y avoir d'autres documents falsifiés. Que recommandes-tu? Dana est restée silencieuse un long moment, remuant son café. On lui tend un piège. Quelque chose qui l'obligera à choisir entre se protéger et protéger Richard. Comment? On lui fait croire que tu te doutes de la mauvaise chose. On lui donne l'occasion de rejeter la faute sur lui. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec des fleurs et le vin préféré de Rebecca. Elle était dans la cuisine à préparer le dîner, son téléphone posé contre le dosseret pendant qu'elle regardait des vidéos de cuisine. Quelle est l'occasion, a-t-elle demandé, acceptant les fleurs avec un sourire qui semblait presque sincère. Aucune occasion, j'avais juste envie d'être romantique. Nous avons dîné aux chandelles. J'ai complimenté sa robe, je l'ai interrogé sur sa journée, je l'ai fait rire avec des histoires du chantier. Pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps. Puis j'ai servi plus de vin et je me suis adossé à ma chaise. Il m'est arrivé quelque chose de très étrange aujourd'hui. Quelqu'un à la mairie a mentionné avoir vu un formulaire de lobbying avec mon nom dessus, disant que j'avais assisté à une réunion sur un projet de biotechnologie. Le verre de vin de Rebecca s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Vraiment? C'est bizarre. Je leur ai dit qu'il devait y avoir une erreur. Je n'ai jamais assisté à une réunion de lobbying de ma vie. Probablement juste une confusion de paperasse. Tu sais comment sont les bureaucrates. Oui, c'est ce que je pensais. Cependant, j'ai vérifié auprès de la commission de lobbying de l'État. Ils prennent la falsification très au sérieux. Accusation de crime, peine de prison, ce genre de choses. Rebecca a posé son vin. Peine de prison. Oh, oui. Crime fédéral. Ils ne plaisantent pas avec les documents gouvernementaux falsifiés. Mais si c'était juste une erreur, l'intention compte. Si quelqu'un a délibérément falsifié une signature, c'est grave. Mais si ce n'était qu'une erreur administrative, c'est probablement juste une amende et un peu d'embarras. Rebecca est restée silencieuse pour le reste du dîner. Après que nous ayons débarrassé, elle s'est excusée pour passer quelques appels professionnels. J'ai écouté depuis le salon, mais elle a gardé sa voix trop basse pour que je puisse distinguer les mots. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Sa note disait qu'elle avait une réunion tôt, mais quand j'ai appelé Patterson & Associates à 9 heures, la réceptionniste m'a dit que Rebecca n'était pas attendue avant l'après-midi. J'ai passé la matinée au bureau de Dana à planifier notre prochain mouvement. Elle a peur, a dit Dana, examinant mes notes de la conversation du dîner. Les gens qui ont peur prennent de mauvaises décisions. Bien. Je la veux déséquilibrée. Il y a autre chose. J'ai demandé à un ami détective privé de vérifier les dossiers financiers de Richard Holloway. Il a déplacé de l'argent, consolidé des actifs. On dirait qu'il se prépare à un divorce compliqué. Combien d'argent? En incluant sa participation dans Patterson & Associates, environ 4 millions de dollars. C'est un mobile puissant pour Rebecca. Si elle envisage de me quitter pour lui, elle doit s'assurer qu'il ne perde pas tout dans son divorce, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est prête à commettre une fraude.
L'aider à obtenir des contrats qui maintiendront la valeur de son cabinet. Mon téléphone a vibré. Un message de Rebecca. Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas, il était à peine midi. Elle va le voir, ai-je dit à Dana. Probablement pour planifier la gestion de la crise. Bien. Qu'ils planifient. Plus ils conspireront, plus ils créeront de preuves. J'ai récupéré les enfants à l'école cet après-midi-là et les ai emmenés manger une glace. Emma s'est plainte de son professeur d'algèbre pendant que Jake décrivait une création Lego élaborée qu'il construisait. Des problèmes d'enfants normaux, des conversations normales. Je voulais préserver cette normalité le plus longtemps possible. À 19h, j'ai appelé Rebecca. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Le bruit de fond suggérait qu'elle était dans un restaurant. « Salut », dit-elle, sa voix légèrement essoufflée. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Juste pour prendre de tes nouvelles. » Les enfants ont fini leur devoir et regardent un film. « Vers quelle heure penses-tu être à la maison ? » « Tard. » Cette affaire Jantec se complique. Des problèmes juridiques. Je peux aider en quelque chose ? Je connais de bons avocats. Il y a eu une pause. Non, on a la situation en main. Je dois y aller. On est au milieu de quelque chose d'important. D'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais elle a raccroché avant que j'aie fini ma phrase. À 23h15, j'attendais dans mon pick-up devant la maison de Richard Holloway à Willowbrook Estate. La Mercedes argentée était dans l'allée à côté d'une BMW noire, la voiture de Rebecca. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Je suis rentré chez moi et je suis allé me coucher, en réglant mon réveil pour 5h30. Rebecca est rentrée à 2h47. J'ai fait semblant de dormir quand elle s'est glissée dans le lit, mais je pouvais sentir sa tension, la façon dont elle était allongée, raide à côté de moi, essayant de ne pas déranger les draps. Le lendemain matin, elle était debout avant mon réveil, se douchant et s'habillant rapidement. Réunion matinale, ai-je demandé depuis le lit. Gestion de crise. Le contrat Jantec a quelques ratés. Des ratés juridiques ? Rebecca s'est arrêtée sur le seuil de la chambre. Pourquoi tu demandes ? Je me demandais juste si c'était lié à ce problème de signature, celui avec mon nom. Non, c'est un problème différent. Je dois vraiment y aller. Elle m'a embrassé sur le front et est partie. J'ai attendu d'entendre la porte du garage se fermer, puis j'ai appelé Dana. C'est l'heure, ai-je dit. Dana avait passé 2 semaines à se préparer. Elle avait documenté chaque irrégularité dans les rapports de lobbying de Rebecca, retracé la signature falsifiée jusqu'à sa source et établi une chronologie montrant un schéma de mauvaise conduite. Mais elle avait aussi fait autre chose. Elle avait discrètement contacté la commission de lobbying de l'État et le bureau du procureur fédéral. Pas pour porter plainte, pas encore, mais pour les informer que de possibles violations pourraient bientôt attirer leur attention. La clé, c'est la documentation, a expliqué Dana alors que nous étions assis dans son bureau cet après-midi-là. Nous avons besoin que Rebecca admette ce qu'elle a fait, de préférence par écrit ou sur un enregistrement. Comment on fait ça ? On lui donne le choix. Avouer et minimiser les dégâts, ou laisser tout s'effondrer autour d'elle. Dana avait préparé un dossier contenant des copies de tous les documents falsifiés, des relevés bancaires montrant des dépôts inexpliqués sur les comptes de Rebecca et les photos de ma surveillance. Tout avait été obtenu légalement, dûment documenté, et c'était dévastateur. Tu vas la confronter ce soir, a dit Dana, mais pas à la maison. Trop de variables avec les enfants. J'ai réservé une salle de conférence au Marriott du centre-ville. Territoire neutre, privé, mais assez public pour qu'elle ne puisse pas prétendre à la coercition. Et si elle ne vient pas ? Elle viendra, car l'alternative est d'avoir cette conversation au tribunal. J'ai appelé Rebecca à 16h. Il faut qu'on parle ce soir. Je suis occupé. Marriott du centre-ville, salle de conférence 12B, à 19h. Viens seul. Tom, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu sais ce que c'est. Il y a eu un long silence. J'y serai. Je suis arrivé tôt et j'ai disposé les documents sur la table de conférence. Dana était dans la pièce voisine, enregistrant tout via un micro sans fil attaché à ma chemise. Non admissible au tribunal, mais utile pour nos propres fins. Rebecca est entrée à 19h précise. Elle avait l'air professionnelle dans un tailleur bleu marine et des talons, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Assieds-toi,
ai-je dit. Elle est restée debout. De quoi s'agit-il, Tom? J'ai fait glisser la première photo sur la table. Rebecca et Richard s'embrassant près de la bouche d'égout, son alliance en plein vol vers l'asphalte. Le visage de Rebecca est devenu blanc. D'où tu as eu ça? Assieds-toi. Elle s'est assise. J'ai étalé le reste des preuves méthodiquement. Relevé bancaire, documents falsifiés, reçus d'hôtel, relevé de carte de crédit, un portrait complet de la tromperie. 6 mois, ai-je dit. C'est le temps que tu as passé à me mentir, à mentir à nos enfants, à la commission de lobbying de l'État et au gouvernement fédéral. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle ramassait l'un des documents à la signature falsifiée. Tom, je peux expliquer. Tu as utilisé mon nom pour légitimer de fausses réunions. Tu as accepté de l'argent pour des services de lobbying que tu n'as jamais rendus. Tu as déposé de faux rapports auprès d'agences de l'État. N'importe laquelle de ces choses est un crime grave. Ce n'est pas ce que tu crois. Rebecca. Ma voix était calme, contrôlée. Je suis ingénieur civil. Je sais lire des plans, détecter les failles structurelles, identifier les points de rupture. Ton histoire a plus de trous qu'un pont que je ferai condamner. Maintenant, elle pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Je l'aime. Je sais que ça n'aurait pas dû arriver. C'est juste que, nous travaillions ensemble, nous passions tellement de temps sur le projet Gentech, et tu étais toujours occupé avec tes ponts. Arrête. J'ai levé une main. La liaison, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est la fraude. Rebecca a levé les yeux, confuse. Quoi? L'adultère, c'est entre toi et moi. Mais au moment où tu as falsifié ma signature sur des documents gouvernementaux, tu as fait de moi un participant involontaire à des crimes fédéraux. C'est là que ça devient plus gros qu'un simple problème conjugal. J'essayais de protéger le contrat. Richard a dit. Qu'est-ce que Richard a dit? Rebecca a essuyé ses yeux, étalant son maquillage. Il a dit qu'on devait montrer un plus grand soutien communautaire pour le projet Gentech. Avoir le soutien d'un ingénieur civil aurait du poids auprès du comité de zonage. Alors il t'a dit de falsifier ma signature? Il a dit que c'était juste une formalité, que tu soutiendrais probablement le projet de toute façon si tu étais au courant. J'ai pris une note sur mon bloc-notes. De qui venait l'idée d'ouvrir la boîte postale? De Richard. Il a dit qu'on avait besoin de canaux de communication privés pour les négociations délicates. Et la carte de crédit séparée? Richard a dit que je devais séparer les dépenses professionnelles des dépenses personnelles pour des raisons fiscales. Chaque réponse impliquait Richard plus profondément. Je pouvais voir que Rebecca commençait à comprendre le piège dans lequel elle était tombée. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, en sortant un document que Dana avait préparé. Tu vas signer une confession complète détaillant chaque document falsifié, chaque faux rapport et chaque paiement illégal. Tu vas coopérer pleinement à toute enquête, et tu vas démissionner de Patterson & Associates avec effet immédiat. Rebecca a lu la confession, son visage pâlissant à chaque paragraphe. Si je signe ça, je perds tout. Ma carrière, ma réputation. Tu as perdu ça au moment où tu as décidé de commettre une fraude. Et si je ne signe pas? J'ai fait glisser un autre document sur la table. Alors je dépose des plaintes pénales auprès du procureur général de l'État, du procureur fédéral et de la commission de lobbying. Je leur remets toutes ces preuves et je les laisse s'en occuper, ce qui signifie que Richard tombe avec toi. Rebecca a regardé les papiers pendant un long moment. Tu détruis ma vie. Non, je t'offre un choix. Assume la responsabilité de ce que tu as fait et minimise les dégâts, ou laisse tout s'effondrer et emmène Richard avec toi. Il ne s'agit pas de la fraude. Il s'agit de Richard. Tu as raison. Il s'agit de Richard, parce qu'il a convaincu la femme avec qui j'ai été marié pendant 22 ans de commettre des crimes graves pour son propre bénéfice. Il a fait de toi une criminelle. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle prenait le stylo. Que adviendra-t-il de nous? De notre mariage? Notre mariage s'est terminé le soir où tu as jeté ton alliance dans une bouche d'égout. Elle a signé la confession. Le lendemain matin, Rebecca a présenté sa démission à Patterson & Associates. Elle a invoqué des raisons personnelles et un désir de chercher d'autres opportunités. Richard l'a appelé 17 fois ce jour-là. Je le sais parce que je surveillais ses relevés téléphoniques via notre compte partagé. Elle a finalement répondu au 18e appel pendant que je récupérais les enfants à l'école. Il est furieux,
m'a-t-elle dit ce soir-là. Il dit que je le lâche, qu'on est censé être partenaire. Vous êtes partenaire? Rebecca a ri amèrement. Tommy, il m'a rejeté la faute dessus dès que les choses se sont compliquées. Il a affirmé qu'il ne m'avait jamais demandé de falsifier quoi que ce soit. Jamais suggéré la boîte postale. Jamais été au courant des faux rapports. Mais tu as des preuves. Quelques-unes, pas assez pour prouver qu'il était le cerveau de l'opération. Alors tu ferais mieux d'espérer que les procureurs croiront ta confession plutôt que ses dénégations. Pendant les 2 semaines suivantes, Rebecca a essayé de reconstruire les ponts avec moi, avec les enfants, avec sa sœur qui avait cessé de prendre ses appels. Elle préparait des dîners élaborés, planifiait des activités familiales, achetait des cadeaux coûteux dont aucun de nous ne voulait. Je sais que j'ai eu tort, a-t-elle dit un soir alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Mais on peut arranger ça. Suivre une thérapie, prendre des vacances, recommencer à zéro. Rebecca, tu as commis des crimes fédéraux. Il n'y a pas de recommencer à zéro après ça. La confession a suffi. Dana a dit que les procureurs ne porteront probablement pas plainte si je coopère et que je fais restitution. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? Je me suis séché les mains sur le torchon et je l'ai regardé droit dans les yeux. La question, c'est que j'ai passé 22 ans marié à quelqu'un que je pensais connaître, quelqu'un d'honnête, de droit, de digne de confiance. Il s'avère que j'étais marié à une étrangère qui était prête à commettre des crimes graves pour un homme qu'elle connaissait depuis 6 mois. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix délibérés sur plusieurs mois. Tu as choisi Richard au détriment de notre famille à chaque fois. Rebecca est restée silencieuse un moment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on règle la garde et le partage des biens. Dana a déjà préparé les papiers. Tu veux le divorce? Je veux que nos enfants aient de la stabilité et des parents honnêtes. Je ne peux garantir qu'une de ces deux choses. La procédure de divorce a été rapide et brutale. La confession de Rebecca rendait impossible pour elle de plaider en faveur d'une pension alimentaire ou d'invoquer des difficultés financières. Elle avait gagné de l'argent par des moyens frauduleux, ce qui annulait ses revendications de revenus. La maison, que nous possédions conjointement, serait vendue et les bénéfices partagés. Mais comme Rebecca ne pouvait pas prouver de revenus légitimes pour les 6 derniers mois, sa part serait mise sous séquestre en attendant la résolution des demandes de restitution. Richard, pendant ce temps, faisait face à ses propres problèmes. L'avocat de sa femme avait assigné ses registres commerciaux et trouvé des irrégularités qui correspondaient à la confession de Rebecca. La commission de lobbying de l'État a lancé une enquête formelle sur Patterson & Associates. Mais Richard n'allait pas se rendre en silence. Il m'a appelé un mardi soir de décembre, 3 mois après la confrontation dans la salle de conférence. Il faut qu'on parle, a-t-il dit sans préambule. Je ne crois pas, non. Ta femme a détruit nos vies. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'écouter. Mon ex-femme, et je ne te dois rien. 30 minutes. Le café Barn est Noble sur la 5e avenue. Viens seul. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. J'ai d'abord appelé Dana, je lui ai dit où j'allais et quand elle devait s'attendre à mon retour. Richard attendait dans une banquette d'angle, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 mois. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux en désordre. Le lobbyiste sûr de lui que j'avais recherché avait disparu, remplacé par un homme désespéré face à la ruine financière. Elle nous a piégés tous les deux, a-t-il dit alors que je m'asseyais. Explique-toi. Rebecca, tout ça, c'était son idée. Les signatures falsifiées, les faux rapports, les comptes offshore, tout son plan. Les comptes offshore? Les yeux de Richard se sont agrandis. Tu n'es pas au courant des comptes offshore? Quels comptes offshore? Rebecca a ouvert des comptes aux îles Caïmans. Elle y transfère de l'argent depuis des mois. Je pensais que tu savais. Je pensais que c'était pour ça que tu l'avais dénoncé. J'ai gardé une expression neutre, mais mon esprit tournait à plein régime. Montre-moi. Richard a fait glisser un dossier sur la table. Relevé bancaire, registre de virement, documents d'ouverture de compte, tous portant la signature de Rebecca. Elle a dit que c'était pour des raisons fiscales, a poursuivi Richard. Faire transiter de l'argent par des comptes offshore pour éviter les exigences de déclaration sur les paiements de lobbying. J'ai étudié les documents. S'ils étaient authentiques, Rebecca m'avait caché près de 200 000 $ dans la procédure de divorce,
ainsi qu'au fisc. Pourquoi tu me montres ça? Parce qu'elle nous a détruits tous les deux et qu'elle va s'en tirer. Les procureurs pensent que j'étais le cerveau, mais regarde les dates. Elle a ouvert ses comptes avant même qu'on commence à travailler étroitement ensemble. Tu dis qu'elle a planifié ça depuis le début? Je dis qu'elle est plus intelligente que nous ne le pensions, et plus impitoyable. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone, puis je lui ai rendu le dossier. Qu'est-ce que tu veux de moi? Aide-moi à prouver qu'elle était l'architecte de tout ça. En échange, je m'assurerai que tu récupères l'argent des comptes offshore dans le règlement du divorce. Pas question. Richard a semblé surpris. Pourquoi pas? Parce que vous êtes tous les deux des criminels. Le fait qu'elle soit peut-être une criminelle plus intelligente ne te rend pas innocent. Je l'ai laissée au café et j'ai conduit directement au bureau de Dana. Si ces documents sont vrais, a dit Dana après avoir examiné les photos, Rebecca a commis une évasion fiscale, du blanchiment d'argent et un parjure, en plus des accusations de fraude. Sont-ils vrais? Je devrais les vérifier, mais ils semblent authentiques. La question est de savoir si nous utilisons cette information ou si nous laissons Richard se pendre avec. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Richard va voir les procureurs avec ses preuves, il réduira probablement sa propre peine en dénonçant Rebecca comme le cerveau. Mais ça signifie que Rebecca va en prison et que tes enfants perdent leur mère. Et si nous ne l'utilisons pas, Rebecca s'en tire en volant 200 000 $ et Richard écope probablement d'une peine minimale pour fraude. J'ai pensé à Emma et Jack, à l'impact d'avoir une mère dans une prison fédérale. Mais j'ai aussi pensé à 22 ans de mariage construit sur des mensonges, à des signatures falsifiées et des comptes cachés, et à une femme qui a choisi la cupidité plutôt que sa famille. On les utilise, ai-je dit. La confrontation finale a eu lieu en février, dans la salle de conférence de Dana. Rebecca avait été convoquée pour des procédures de divorce supplémentaires, soi-disant pour finaliser le partage des biens. Elle est arrivée dans le même tailleur bleu marine que lors de notre première confrontation, mais elle semblait maintenant plus petite, diminuée. Dana a étalé les documents de Richard sur la table méthodiquement. Relevé bancaire, virement, formulaire d'ouverture de compte, le tableau financier complet de la tromperie de Rebecca. Le visage de Rebecca a traversé une série d'expressions. Confusion, reconnaissance, peur, et enfin, un calcul froid. D'où as-tu eu ça? Demanda-t-elle à voix basse. Ton partenaire a décidé de sauver sa peau, ai-je dit. Il t'a rejeté la faute dessus, exactement comme tu savais qu'il le ferait. Richard t'a donné ses relevés financiers complets, date, montant, numéro de compte, ainsi que son témoignage selon lequel les comptes offshore étaient ton idée. Rebecca a pris l'un des relevés bancaires, l'étudiant attentivement. Il ment à propos des comptes, c'était son idée. Il a dit qu'on devait cacher des actifs à l'avocat de sa femme. Tu as des preuves de ça. Rebecca est restée silencieuse un long moment. Puis elle a ouvert son sac à main et en a sorti un petit enregistreur numérique. J'ai enregistré nos conversations, a-t-elle dit. Toutes, depuis le début. Dana et moi avons échangé un regard. Pourquoi? Parce que je ne lui faisais pas confiance. Richard trompait déjà sa femme avec moi. Qu'est-ce qui me faisait penser qu'il ne me tromperait pas avec quelqu'un d'autre? Donc tu as des enregistrements de lui t'ordonnant de commettre une fraude? Des heures d'enregistrement, des sessions de planification, des réunions de stratégie, des discussions sur l'argent, tout. Je me suis adossé à ma chaise. Après 6 mois de révélations et de trahison, mon ex-femme avait réussi à me surprendre une fois de plus. Que veux-tu, Rebecca? L'immunité. L'immunité totale contre les poursuites en échange des enregistrements. Et en retour, Richard va en prison. Je garde l'argent des comptes offshore en compensation de ce qu'il m'a fait subir. On partage tout le reste 50-50e et j'obtiens la garde partagée des enfants. J'ai regardé Dana, qui griffonnait furieusement des notes. Contre-offre, ai-je dit. Tu remets les enregistrements et tu coopères pleinement avec les procureurs. Tu exécutes la peine qu'ils recommanderont. L'argent des comptes offshore va dans un fonds en fiducie pour les études universitaires d'Emma et Jack. Tu obtiens des visites supervisées jusqu'à leurs 18 ans. Ce n'est pas une négociation. C'est une reddition. Non, Rebecca. Une reddition, ce serait que je m'en aille et que je vous laisse, toi et Richard, vous détruire mutuellement au tribunal pendant que vos enfants regardent. Ça, c'est moi qui te donne une chance de faire une chose honnête pour notre famille. Rebecca a regardé les documents éparpillés sur la table, les preuves de moi de mensonge,
de manipulation et de cupidité. Finalement, elle a de nouveau plongé la main dans son sac et a sorti un petit appareil argenté. Il y a des dizaines d'enregistrements ici, a-t-elle dit en posant l'enregistreur sur la table. Richard a tout planifié. J'étais seul et stupide et je pensais qu'il m'aimait. Mais tu as joué le jeu. Oui, j'ai joué le jeu. Dana a pris l'enregistreur. Nous devrons l'authentifier avant qu'il puisse être utilisé comme preuve. Ils sont authentiques, a dit Rebecca. Chaque mot. 6 mois plus tard, Richard Holloway a été condamné à 4 ans dans une prison fédérale pour fraude, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Patterson & Associates a été dissous, ses partenaires fuyant vers d'autres cabinets ou prenant une retraite anticipée. Rebecca a écopé de 18 mois dans une prison à sécurité minimale, suivie de 2 ans de liberté surveillée. Les comptes offshore, totalisant 347 000 $, ont été liquidés et placés dans un fonds en fiducie pour Emma et Jake. J'ai acheté une maison plus petite dans un meilleur district scolaire. Les enfants se sont mieux adaptés que ce à quoi je m'attendais. Les enfants sont remarquablement résilients quand ils ont de la stabilité et de l'honnêteté, même si cela vient avec des vérités difficiles. Un samedi matin de septembre, près d'un an après cette première photo près de la bouche d'égout, j'aidais Jake avec un jeu de construction Lego, le Harbour Bridge de Sydney. Emma était à la table de la cuisine, faisant ses devoirs d'algèbre. Papa, a dit Jake en tenant 2 pièces de plastique. Cette pièce ne s'emboîte pas bien. J'ai examiné les pièces. L'une avait un petit défaut de fabrication qui empêchait une connexion correcte. Parfois, les pièces semblent faites pour aller ensemble, mais en réalité, elles sont incompatibles, lui ai-je expliqué. La meilleure chose à faire est de trouver des pièces qui sont conçues pour fonctionner ensemble. Qu'est-ce que je fais de la pièce cassée? Mets-la de côté. On lui trouvera peut-être une utilité dans un autre projet. Jake a hoché la tête et est retourné à sa construction. Dehors, il commençait à pleuvoir. Une douce bruine d'automne qui laverait les rues et remplirait les égouts. J'ai pensé aux alliances et aux comptes cachés, à la différence entre les failles structurelles et les défaillances catastrophiques. Certains ponts s'effondrent à cause d'une mauvaise conception. D'autres tombent parce que quelqu'un prend des raccourcis, utilise des matériaux de qualité inférieure ou ignore les protocoles de sécurité. Mais les meilleurs ponts sont construits sur des fondations solides, avec des matériaux honnêtes et une ingénierie soignée. Ils sont conçus pour résister aux tempêtes, aux lourdes charges et pour durer des générations. C'est le genre de fondation que je voulais construire pour mes enfants.